Un meurtre en plein jour à Carpentras qui dépasse l'imagination. Mais qui est ce mystérieux tueur cagoulé? Les policiers n'ont qu'une seule solution, attendre. Mais par hasard, quelques semaines après, l'affaire rebondit. Le 11 décembre 2003 à Carpentras, Marie-Claude Bressy est témoin d'une scène terrifiante. Un homme cagoulé, armé, avance tranquillement sur le parking du centre commercial du Terradou. Alors qu'il s'approche de Marie-Claude, une détonation retentit. Un homme est à terre. Marie-Claude et René Bagnol, le boulanger, tentent d'intervenir. Mais le tueur s'échappe, laissant derrière lui un corps sans vie et un mystère insondable. Les policiers arrivent sur les lieux, mais ont peu d'indices. Un homme sans papier, abattu froidement. Marie-Claude se souvient des yeux froids du tueur, et René l'a vu sans cagoule avant le meurtre. C'est clair, ce n'était pas un acte aléatoire. Alors que les enquêteurs peinent à trouver des indices, apparaît dans un lieu inattendu, un sex shop nommé Fantasme. Que va-t-elle révéler? Que feriez-vous face à un tel mystère? Un meurtre mystérieux à la sortie d'un sex shop. Que cachait vraiment la vie de Guy Pourriel? Les policiers de Carpentras sont face à un mystère intrigant. Un homme abattu de 2 balles dans le dos est retrouvé près d'un sex shop. La victime, un client régulier mais discret, payait toujours en espèces, rendant son identification difficile. Le gérant du sex shop se souvient d'un détail crucial, une paire de baskets suspectes filmées par sa caméra de surveillance. Serait-ce l'assassin? Les policiers découvrent une voiture sans carte grise. Grâce à la plaque, ils remontent à Guy Pourriel, un retraité de 72 ans. Chez lui, sa femme Michel identifie le véhicule et les vêtements de son mari. La tragédie éclate. Guy Pourriel est mort. Sa vie, apparemment sans histoire, est passée au crible. Un retraité paisible, passionné de pêche, mais aussi un homme au caractère tempétueux. Qui pouvait en vouloir à ce point à Guy Pourriel? Les policiers conjugales et ses relations. Était-il vraiment le mari modèle que l'on croyait? L'affaire ne fait que commencer et promet d'être l'un des faits divers les plus retentissants. Qu'en pensez-vous? Que pourrait cacher un tel meurtre? Quand un retraité ordinaire cache une vie pleine de mystères, l'enquête devient captivante. Les policiers creusent dans la vie de Guy Pourriel, un homme paisible mais au secret bien gardé. Tout commence par des questions indiscrètes sur son mariage, mais très vite, un mystère émerge. Son épouse, Michel, découvre que Guy fréquentait un sex shop, un fait qu'il avait soigneusement caché. Mais ce n'est que le début. Guy Pourriel avait ses habitudes dans un bar de Cavaillon, jouant souvent au poker. Les enquêteurs soupçonnent un lien avec une dette de jeu, mais trouvent rapidement que ce n'est pas le cas. Une semaine avant son meurtre, un sex shop a été braqué. Guy aurait-il été témoin? Pourtant, le gérant affirme le contraire. Puis un garagiste révèle que le pneu de Guy avait été tailladé 2 jours avant sa mort. Était-ce un avertissement? En examinant davantage, les policiers découvrent que les bords de la Durance où Guy pêchait souvent sont connus pour contre. Qui était vraiment Guy Pourriel et qui se cache derrière ces mystères? Partagez vos théories en commentaire. Un simple autocollant sur une camionnette blanche a conduit les enquêteurs à une piste incroyable. Au bout d'une semaine, l'appel à témoins change tout. 2 personnes près de la scène de crime parlent d'une camionnette blanche vue juste après le drame. Un témoin a même remarqué un autocollant sombre représentant un plongeur. Les policiers s'accrochent à ces indices et, après un travail minutieux, dressent une liste de véhicules suspects. Un propriétaire déclare avoir vendu son véhicule à un inconnu. La transaction, en espèces et sans double des papiers, complique l'enquête. Mais il se souvient d'un coup de téléphone pendant la vente. Grâce au relevé téléphonique, une liste de numéros apparaît. Et là, bingo, un numéro correspond, celui d'Éric Zago. Éric, fils du propriétaire du bar où la victime jouait aux cartes, devient suspect. Pourtant, c'est un homme ordinaire, ramoneur, sans mobile apparent. Les enquêteurs le mettent discrètement sous surveillance. Puis, par hasard, le 6 février 2004, l'affaire rebondit. Mais pourquoi Éric aurait-il tué un client du bar familial? Qu'en pensez-vous? Découvrez comment une simple phrase a déclenché une vendetta de 17 ans, se terminant par un meurtre glaçant.
Lorsque les gendarmes arrêtent Eric Zago, ils ne s'attendent pas à ce qu'ils vont découvrir. Sur le siège passager, un revolver, une cagoule et un masque de Zorro. Zago est sous surveillance policière, et bientôt, il est livré à la police judiciaire d'Avignon. Les preuves s'accumulent, une arme de 9 mm, le même calibre que celle ayant tué Guy Pourriel, et une voiture qui correspond à celle vue sur les lieux du crime. Pourtant, Zago nie toute implication, même s'il connaissait Pourriel, un client du bar de son père. Après 36 heures de garde à vue, Zago avoue enfin. Non seulement il revendique le meurtre, mais il raconte aussi avoir tenté d'éliminer Pourriel à plusieurs reprises. Sa motivation? Une humiliation vieille de 17 ans, lorsque Pourriel l'avait menacé au bar familial. Pourriel serait-il vraiment mort pour une simple phrase? Que pensez-vous de ce mobile incroyable? Comment une simple phrase prononcée il y a 17 ans a pu déclencher un meurtre choquant? Un crime qui défie la logique. Eric Zago a abattu Guy Pourriel à bout portant. Mais pourquoi? La réponse a stupéfié même les enquêteurs chevronnés. En 1986, adolescent, Eric servait au bar de son père. Guy Pourriel lui aurait dit « Dépêche-toi, sinon tu prends une gifle ». Une humiliation qui, selon Eric, a marqué sa vie. 16 ans plus tard, rongé par cette phrase, Eric cherche à obtenir des excuses. Mais face à l'indifférence de Guy, il décide de se venger. Pendant un mois, il traque le retraité, ses mouvements devenant une obsession. Puis vient le jour fatidique, il passe à l'acte avec 2 balles. Malgré le récit d'Eric, les enquêteurs doutent. Est-ce un délire paranoïaque ou une vérité tragique? L'expertise psychiatrique conclut à une psychose délirante, soulignant son manque de discernement. Mais la question demeure. Comment une simple phrase, une telle tragédie? Pensez-vous qu'une parole peut changer une vie à ce point? Imaginez un homme qui tue pour une insulte vieille de 17 ans, mais attendez de voir pourquoi son procès a stupéfié tout le monde. Eric Zago, accusé de meurtre, ne se cache pas. Au contraire, il affirme avoir tué pour une menace de gifle. Pourtant, les experts le jugent irresponsable de ses actes. Mais Eric, déterminé à prouver sa lucidité, exige un procès. Dans une salle d'audience comble, il se présente bien, costume impeccable. Mais ses explications glaciales sur le meurtre laissent la salle sans voix. Il déclare sans remords « Je ne regrette rien, il le méritait ». Les psychiatres voient en lui un homme brisé par son père, projetant sa haine sur la victime. Mais coup de théâtre, Eric clame « Ce n'est pas moi, c'est la balle ». Une incohérence qui sidère l'audience. Durant les plaidoiries, Eric interdit à ses avocats de plaider la folie. Il revendique ses actes. Le verdict choque. Seulement 2 ans de prison et un internement. Pensez-vous qu'Eric Zago méritait une peine plus sévère? Partagez votre avis. Un verdict incroyable, l'homme qui préfère la prison à l'hôpital psychiatrique. Le jury délibère, verdict coupable d'assassinat prémédité. Mais surprise, Eric Zago n'écopera que de 2 ans de prison avec internement d'office. La salle est stupéfaite. Zago, furieux, se retrouve en psychiatrie, là où il refusait d'aller. Il fait appel. Mars 2007, nouveau procès à Nîmes. Son objectif, éviter l'hôpital à tout prix. Sa nouvelle avocate n'évoque pas sa folie. Zago accepte n'importe quelle peine, sauf les soins. Il se transforme, exprime des remords. Je voulais laver l'humiliation, pas tuer. L'avocat général requiert 12 ans de prison. Le verdict tombe, 14 ans. Surprise, Zago est content. Sa seule inquiétude, prendre des médicaments. En prison, il choisit sa voie. Aujourd'hui, il a purgé plus de la moitié de sa peine et pourrait être libéré sous condition. Comment réagiriez-vous face à un tel verdict?